Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Time Out saison 2, c'est le 17ème épisode de votre émission 100% NBA comme chaque vendredi. On n'est pas vendredi, on est lundi, c'est une catastrophe. Comme chaque lundi, on va débattre, analyser, se poser des questions sur l'actualité du ballon orange outre-Atlantique. Cette semaine au programme, il y aura de l'Est et de l'Ouest. À l'Est, on va parler des Nets qui ont perdu Kyrie Irving et qui vont devoir continuer à accrocher cette place en play-offs. Et à l'Ouest, on va parler pour l'une des premières fois de la saison des Pelicans de la Nouvelle-Orléans, en ce moment emmenés par un Zion Williamson en folie. Alors play-off ou pas play-off, nous tenterons d'y répondre. Avant de commencer cette émission, je vous rappelle pour ceux qui sont en direct et qui nous écoutent en podcast aussi que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter à l'adresse Timeout on Air, Facebook Timeout-NBA, Instagram Timeout NBA Podcast. On a fait un mix de tout pour le Instagram. Voilà, et évidemment vous pouvez écouter nos podcasts sur toutes les plateformes de téléchargement, de streaming. Je sais pas exactement comment on dit, mais sur toutes les plateformes. Voilà. Messieurs, je pense avoir fait le tour de ce petit sommaire. On est parti pour le temps mort le plus long de la NBA. Tous les lundis, c'est Time Out, la seule émission radio 100% NBA. Actualité, débat, analyse, statistiques, invités. En compagnie de Yonim et son équipe de chroniqueurs, le meilleur de l'NBA est passé au crible chaque semaine. Comment commencer cette émission sans présenter ceux qui m'entourent aujourd'hui, évidemment. Je vais vous présenter un petit peu les 4 personnes qui sont autour de moi aujourd'hui. Il y a à ma gauche Antoine Delplanque. Comment ça va, Antoine ? Salut Sam, salut les gars, salut à tous. Ça va très 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 bien. Il y a eu une belle petite win des Kings sur les Clippers cette semaine. Ouais, c'est notamment. pas la seule. En plus, un samedi à 9h30, on peut la regarder sans être trop crevé ou partir en soirée, c'est cool. Justement, t'as la banane pour partir en soirée après, quoi. Let's go. Allez. Juste à côté de toi, il y a Léo. Léo, comment tu vas ? Salut à tous, ça va très bien. Ouais, bien bon, les matchs passent et se ressemblent un petit peu pour les Spurs. C'est gratuit pour commencer, ça fait plaisir. Comment tu vis ça ? Je vis ça, un jour ça va, un jour ça va pas, je m'accroche aux playoffs alors qu'il faudrait pas. Tu t'accroches, c'est ça la question. Ouais, c'est ça. En tout cas, il faut avoir le cœur très accroché pour suivre la saison des Spurs, ça c'est sûr. Évidemment, en face de vous, il y a Emmanuel qui est là. Emmanuel, comment tu vas ? Ça va super, très très bien. Ça va super, il y a eu une difficile défaite hier quand même. Non, toi aussi t'es vénère. J'ai pris énormément de plaisir à voir cette équipe et surtout ce joueur, Tatum. D'ailleurs, à ce propos, il y a quelqu'un autour de la table, je le regarde très très fort, parce qu'il a osé l'année dernière comparer ce Tatum à Wiggins. Même pas l'année dernière, c'était en début de saison et je l'affirme, c'était moi, Léo Stali. C'était une question. C'était quoi la question ? C'était est-ce que Tatum va avoir une trajectoire à la Andrew Wiggins ? Bon, il s'avère que là, pour le coup... D'accord. Tu comprends pourquoi je préfère commencer par ça. T'es pas énervé contre les Non, refs. pas du tout, parce que l'équipe a super bien joué. Après, c'est une défaite aux Lakers, au Staples Center, ça arrive. Des 2 points, c'est magnifique. Sans Kemba en plus de ça. Sans Kemba Walker, non, c'est super. Ça montre que les Celtics ils peuvent rivaliser les yeux dans les yeux avec n'importe qui. Bon, alors content de savoir que tu l'apprends bien cette défaite. Et enfin, laissez-moi vous introduire un nouveau chroniqueur, mais qui bosse avec nous sur le projet du Paris Basketball on Air. Ce chroniqueur, c'est Lilian Bordron. Salut Lilian, comment tu vas ? Salut Sam, salut toute l'équipe. Ravi d'être là en cette période buyout. J'ai décroché un petit contrat de 10 jours, donc je vais essayer d'être bon dans cette émission pour Elle est belle. Lilian, on rappelle que toi tu tiens une petite page des Blazers, c'est ça ? C'est ça. Donc t'as dû passer une bonne soirée toi aussi hier avec le petit clutch play de Carmelo. On se contente de peu, juste un match de Carmelo à 30 points et ma journée est embellie. Tant mieux. Bon messieurs, je pense qu'on a fait les présentations. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet juste avant de passer à nos 2 débats et nos 2 petites chroniques que vous allez entendre juste avant. Léo, je vais te laisser la main comme d'habitude. C'est tout de suite les news. Et cette semaine, on commence les news avec les Bucks, premiers qualifiés pour les playoffs. Nous sommes aujourd'hui le 24 février, lundi et non vendredi comme nous a dit Sam. Et à cette date-là, en général, la majorité des équipes commencent à préchauffer sérieusement pour aller choper une place en playoffs ou juste aller gratter une bonne place à la loterie. Mais de leur côté, les Bucks sont en avance, très en avance, même puisqu'ils ont déjà réservé leur place pour la post-season. Trop rapide, trop fort, trop complet. Les Bucks ont validé ce ticket en 56 matchs seulement et il s'agit là d'un record. Ils battent
le précédent des Warriors qui avait validé leur place en post-season en 58 matchs en 2016 et 2017. Maintenant, les Bucks vont-ils devenir la 3e équipe de l'histoire à plus de 70 wins après les Bulls et les Warriors? Ils en sont capables, mais ce n'est sûrement pas l'objectif premier de Mike Budenholzer. Rouler sur la saison régulière, c'est bien, les finales NBA, c'est mieux. Mark Cuban porte réclamation et s'expose à une grosse amende. Atlanta recevait Dallas samedi soir et malgré les absences de Doncic et Porzingis, la rencontre n'a pas manqué de dramaturgie. Jalen Brunson sorti sur blessure, les deux équipes qui se répondent coup pour coup jusqu'à un money time intense et ce panier de John Collins controversé mais accordé qui scelle la victoire des Hawks et qui déclenche la colère de Mark Cuban. Après le match, le patron des Mavs a porté réclamation pour mauvaise application des règles et souhaiterait donc rejouer les 9,7 dernières secondes du match. C'est la 2e fois de la saison qu'une équipe en fait la demande après la demande non acceptée de Houston dans un match face aux Spurs en décembre dernier. La NBA va donner son verdict d'ici 3 jours, mais en attendant, le patron des Mavs pourrait recevoir une sale amende. Car oui, sous l'effet de la colère en sortie de match, il a tweeté, je cite, « Quand tu crois que l'arbitrage NBA ne peut pas être pire, repense à nouveau. Tout ceci est absurde, c'est la même histoire depuis 20 ans. » Mark Cuban est habitué aux amendes puisqu'il en est à plus de 2,1 millions de dollars d'amendes infligées depuis sa prise de pouvoir à Dallas dans les années 2000. On peut reprocher plusieurs choses au patron des Mavs, mais pas d'être un patron impliqué. Stephen Curry de retour début mars. On l'avait déjà vu préchauffer sur Twitter lors de pré-game à envoyer des grosses bombes de loin, mais il devrait maintenant bientôt faire son retour puisqu'il a réalisé son premier entraînement collectif ce week-end. Steve Kerr a d'ailleurs déclaré en sortie d'entraînement que le rythme allait grandement s'intensifier pour lui dans les prochains jours. Les coéquipiers du chef étaient en tout cas ravis de s'entraîner avec lui puisqu'ils lui ont accordé une ovation à son retour. En tout cas, avec le retour de Curry, l'objectif pour les Warriors ne sera pas de gagner le plus de matchs possible, car ils sont beaucoup trop loin dans la conférence, mais plutôt de commencer à créer des automatismes avec Wiggins et le reste du groupe en vue de la saison à venir. Et oui, avec le retour de Steph, le retour de Clay, Andrew Wiggins a développé Draymond Green et potentiellement un très haut choix de draft, les Warriors seront à nouveau un épouvantail pour la saison 2020-2021. En tout cas, pour les fans des Warriors ou les fans du beau jeu de manière générale, on se donne rendez-vous le 1er mars à Phoenix ou potentiellement le 2 mars à la maison face aux Wizards. Et ça fait plaisir de savoir cette petite nouvelle, Stephen Curry qui sera de retour bientôt sur les parquets. C'était quoi déjà cette histoire Spurs-Rockets? Il y avait eu un truc de ouf. Les Spurs étaient menés de 25 points. Ils avaient fait pour une fois un comeback. Je crois que c'est la première fois de la saison où on faisait un comeback. Et il y avait eu un panier, je crois que c'était une histoire de goaltending aussi, comme avec non mais c'était scandaleux, Atlanta. c'était pas un truc scandaleux? Comme quoi le ballon était rentré et puis il l'avait enlevé ou je ne sais quoi. Enfin, non, ok, c'est bon, je me souviens, c'était Harden, c'était Le dunk d'Harden en le dunk contre-attaque. d'Harden en contre-attaque qui était C'était- rentré puis ressorti. Mais comment Non, en fait il était rentré, il avait rebondi et puis ils ont continué à jouer. Il c'est ça était rentré complètement et en fait avec un effet avec la ficelle c'était ressorti et les arbitres l'avaient pas Oui. compté. Oui, il Voilà, l'avait pas c'est compté, mais en fait, comme James Harden avait repris le jeu comme de manière, Mhm. comme si Mais c'était ça, c'est rien un passé, argument, ça ça. avait foutu un peu Ouais, c'est un argument la confusion parmi les arbitres. C'est un peu un argument de supporter ça. Hein. On non, je lui rigole, a je laissé rigole. cette win, elle est très importante. Merci beaucoup Léo pour ces petites news. On a tous hâte, je pense, de voir Stephen oui. Curry refouler les parquets pour le bien de toute la ligue. Avant de passer au débat, c'est l'heure de la chronique Under the Radar. Vous commencez à être un petit peu habitués. Chaque semaine, Léo et Manu nous parlent en positif ou en négatif de ces joueurs qui sont un peu moins sous la lumière que d'autres, mais dont on doit aussi parler. Je vais me tourner vers toi, Léo, pour commencer, parce que tu n'as choisi qu'un seul joueur, c'est Bojan Bogdanovic. C'est ça, Bojan Bogdanovic. Et tu vas nous en parler comment? Est-ce qu'il est down ou up, Je vais faire un peu le mec tatillon, je vais en parler en down cette semaine. Bon, après, il faut vraiment... Parce que de manière générale, voilà, Bojan Bogdanovic fait une saison très correcte. Ses stats, je les donne comme ça. Plus de 20 points, 20,7 points par match, 4 rebonds, 45% au tir, 42 de loin. On est quand même sur des stats très satisfaisantes pour le joueur du Jazz. Mais je vais en parler en down. Déjà parce qu'il y a 3 semaines, j'ai parlé de Caris LeVert et depuis que j'en ai parlé, il s'est révélé. Donc peut-être ça peut lui faire du bien à Bogdanovic aussi. Mais en fait... Ce qui m'a un peu agacé avec Bogdanovic, c'est qu'il a son statut de lieutenant au Jazz. C'est le second couteau, en tout cas en attaque derrière Donovan Mitchell. Et parfois, il a un apport très aléatoire, notamment dans les défaites. Et là, il y en a eu quelques-unes récemment. Il y en avait eu 4 d'affilée avant le All-Star Game. Et là, il y en a eu 2
depuis la reprise, en back-to-back à domicile face aux Spurs et au Jazz. Et en fait, souvent dans ces matchs-là, Bogdanovic, il a tendance à disparaître. Déjà, il prend beaucoup moins de shoots et même quand il en prend, il se dérègle totalement. Contre les Spurs, il met 12 points. Contre les Rockets, il en met 15. Et à des pourcentages qui ne sont pas ceux que j'ai énoncés tout à l'heure, qui sont plutôt aux alentours de 30%, 25% de loin. Et en fait, il a un peu ce rôle de facteur X parce que Donovan Mitchell a toujours sa contribution. Clarkson, depuis qu'il est arrivé au Jazz, il est très régulier. On fire, c'est ça, alors que Clarkson était le joueur, on ne pouvait pas mettre régulier et Clarkson dans la même phrase. Depuis qu'il est arrivé au Jazz, il a vraiment un apport régulier et le coach du coup peut compter sur cet apport-là. Pareil pour Mitchell et Bogdanovic, du coup il a un peu ce truc factor X, c'est-à-dire que quand il fait son match, quand il rentre ses tirs, quand il est bien impliqué, c'est très dur de battre le Jazz parce qu'au final l'équipe tourne très bien, ça défend bien et en attaque ça peut venir de tous les côtés. Mais dernièrement dans les défaites, je trouvais que Bogdanovic était absent et du coup ça faisait que le Jazz devait trop se reposer sur deux hommes et était du coup prévisible et ça mettait souvent Utah dans l'embarras. Du coup c'est un down mais modéré. Voilà, je voulais juste dire que Bojan Bogdanovic, il doit être plus régulier, notamment pour les playoffs, parce que il y a une bonne place à aller chercher et il faut absolument éviter les Rockets de ce qu'on a vu sur les 2 derniers matchs. Ouais, c'est le pire match-up pour eux. Voilà. Ce qui cache un peu le niveau de jeu peut-être de Bojan Bogdanovic, c'est peut-être ses récents shoots au buzzer qu'il a mis. Il a fait un game winner face à Houston, il en avait fait un plus tôt. Ouais, et ça cache un peu la. Voilà, c'est ça. En fait, certes, il y a eu le buzzer qui offre une win à Utah, mais en fait, c'était son 2e panier du match. Donc ça veut dire qu'il vivait quand même une mauvaise soirée. Et bon, voilà, il a fait cette action qui est magnifique. Mais ouais, Bojan Bogdanovic, plus de régularité en attaque, parce que c'est très important pour le Jazz et leurs résultats. Mais après, est-ce que ça devait être lui, forcément, ce 2e choix offensif 3e peut-être Mike Conley Alors Mike Conley, c'est compliqué. Je veux pas faire du spoil, mais on va y revenir sur Mike Conley aujourd'hui. En fait, Yoni est là. Non. Donc non, mais sinon il allait partir sur Mike Conley et ça allait gâcher la surprise après. Parce que oui, voilà, Mike Conley sera notre invité dans 20 minutes. Non, mais on va parler de Mike Conley, évidemment. Merci Léo. Bon bah je vois que voilà, on est plutôt tous au monde d'accord. C'est un down, mais un petit peu à modérer. C'est voilà, tu pointes quelque chose qui pourrait être inquiétant pour la suite en cas de si ça continue et s'il retrouve pas ses standards. C'était le seul joueur que tu avais choisi aujourd'hui. Le seul joueur parce que la NBA a repris que depuis 4 jours, on a eu 10 jours de pause, du coup faut se remettre dans le bain tranquille. Ça c'est un petit tacle pour Manu qui lui en a pris 2. Pourquoi pas, moi je suis gourmand, j'ai décidé d'en prendre 2. Toi tu t'es focus sur 2 joueurs donc les 2 sont de la conférence Est. On va commencer peut-être avec le positif, Terrence Davis. Exact, le gamin de Toronto, j'ai choisi de le prendre parce que il représente vraiment tout ce que Toronto réussit bien, c'est choper des jeunes joueurs improbables. C'est encore une magnifique trouvaille du scout des Raptors et on va le rappeler quand même parce que les Raptors c'est à chaque fois le nez fin, le nez creux. Siakam 27e à la draft en 2016, Norman Powell 46e en 2015, Fred VanVleet pas drafté, Terrence Davis du coup lui aussi. Et donc ce mec c'est un meneur un arrière d'1m93 qui a énormément confiance en lui. Pour la petite histoire, après sa déception à la draft, on lui a offert plusieurs two-way contracts qu'il a tous refusés. Et il a dit je les ai refusés, je pense être meilleur qu'un two-way contract. Ça pose déjà le niveau de confiance quand même du gamin. Après ça, du coup, il passera par la case Summer League avec les Nuggets et il tapera du coup dans l'œil des Raptors qui vont lui offrir 2 ans de contrat avec la dernière année en team option. Spoiler, je pense clairement qu'ils vont la lever, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc pour parler un peu terrain, Terrence Davis c'est un arrière shooter, comme je vous ai dit, très athlétique, capable de prendre feu derrière l'arc et d'avoir un réel impact en sortie de banc. Il profite cette saison des blessures à répétition de Norman Powell pour tourner à 8,1 points, 3,5 rebonds, 48% au tir, 42% à 3 points, le tout en 18 minutes de temps de jeu, ce qui est plutôt pas mal. Donc on l'a déjà vu prendre feu à de nombreuses reprises cette saison, notamment lors de sa non-sélection au Rising Star, où il avait planté 31 points contre les Bulls. Et après le match, il avait dit « C'est décevant, mais je préfère participer aux playoffs ». Il a tout compris, je crois, le gamin. Et donc celui qui me déçoit, entre guillemets, c'est Malcolm Brogdon. Pas tant que le fit entre lui et les Pacers ne va pas marcher, mais pour le moment, je remets en question l'intégration du joueur parce qu'il peine à s'installer, je trouve, dans l'Indiana. Tu me regardes avec des grands yeux. Ouais, non, parce que je trouvais qu'il avait fait un très bon début de saison. Alors, je pensais que tu allais justement pointer un passage à vide.
Mais pour toi, il est pas encore intégré dans le truc, il a pas encore fait ses Gros, regarde. Alors, les stats, comme tu dis, les stats, elles sont pas mauvaises. 16,3 points, 7,2 passes, qui est pas mal. 4 rebonds, c'est bien, mais les pourcentages, c'est pas bon du tout, gros. 43% au tir, 30% à 3 points, c'est vilain, hein. Ouais, non, je suis d'accord. Après est-ce que c'est 30% pas. à Je crois qu'il a eu un moment où il s'est blessé et c'est depuis Et c'est qu'il est ça, revenu de voilà. blessure. Parce qu'avant sa blessure, c'était vraiment le joueur, je sais pas, je vais dire le plus important parce qu'on a. Il était meilleur passeur de la ligue, je crois. Ouais, Meilleur il a été, passeur les 2 premières semaines de la Ligue. Ah ouais, il a démarré très fort, mais du coup, on est loin des 50, 40, 90 de la saison dernière, tu vois. Donc, on connaît quand même le joueur. C'est un joueur injury prone, qui est même à Milwaukee, il était souvent blessé. Et du coup, là, cette saison, c'est 14 matchs loupés, ce qui est ce qui est plutôt conséquent, relou. Et à côté de ça, t'as Sabonis qui est archi régulier et qui a été en All-Star. Donc voilà, normalement, en début de saison, si on devait choisir entre Sabonis et Brogdon, c'était tous les jours Brogdon All-Star. Donc voilà. D'ailleurs, c'était Brogdon, mon candidat au MIP, alors que là, maintenant, c'est totalement Sabonis qui est dans cette discussion-là. Mais je suis d'accord avec toi, en ce moment, c'est très cracra, les pourcentages de shoot sont pas ceux auxquels on était habitué aux Bucks. Mais je pense que c'est plus une histoire de passage à vide. Notamment, là, ils doivent réintégrer Oladipo. On voit que c'est aussi compliqué. Mais Brogdon, à mon avis, si les pourcentages sont aussi mauvais, c'est qu'il a beaucoup plus la balle qu'avant. Aux Bucks, il profitait du fait que Middleton portait beaucoup de ballons. Bledsoe, Giannis, il recevait des très bonnes passes pour avoir des très bons shoots parce qu'en spot-up shooter, il est aussi bon. Et là, il doit s'adapter au fait d'être celui qui tient le plus la balle dans une équipe qui joue les playoffs. C'est peut-être un processus un peu long, mais... C'est qu'il a beaucoup de responsabilités aux Pacers maintenant. Ouais, voilà, il a énormément de responsabilités, 3 fois plus qu'il en avait aux Bucks. Peut-être plus un passage à vide. Après, les Pacers, ils peuvent vraiment compter sur un collectif. Derrière lui, il y a TJ McConnell qui fait plutôt une bonne saison en sortie de banc. Et aussi le petit Aaron Holiday, le frère de Drew et de Justin, qui fait plutôt qui se développe plutôt bien. Ouais. Donc au final, ils reposent beaucoup sur les Pacers reposent beaucoup sur Brogdon, mais en même temps, ils ont d'autres armes également pour peser sur le jeu et servir notamment Sabonis. Ouais, puis moi personnellement, je pense que Brogdon va petit à petit se remettre dans le bain. Moi, je pense que ça correspond vraiment avec cette période où il a moins joué, où il était blessé, parce qu'avant, je le trouve intéressant, même pas forcément en termes de chiffres ou de pourcentage, mais dans l'apport, que ça soit en défense ou dans la façon d'organiser le jeu, de prendre les bons shoots, etc. Mais je vous entends, vous êtes optimiste. Mais moi, je suis d'accord avec toi, c'est que je trouve regardez que TJ Warren est le deuxième meilleur joueur des Pacers devant Brogdon, et ça, c'est pas une phrase qui va. TJ Warren, c'est un scoreur, quoi. C'est pas tellement. Ouais, mais il remplit plus sa mission que Brogdon et les gars, remplit la sienne pour l'instant. La nuit dernière, ils se sont pris une branlée monstrueuse, un plus 46 chez les Raptors, donc ça fait tâche, quoi. Il était là sur le terrain, Brogdon, et Brogdon, il est passé pareil à côté de son match, donc moi je suis quand même inquiet personnellement. Je suis quand même inquiet pour la suite de la saison des Pacers. Va falloir vraiment se retrousser les manches, parce que bon, ils ont quand même un matelas par rapport à la 7e et 8e place, ça va, c'est tranquille, mais il s'agirait de trouver tout de suite les automatismes avec Oladipo pour arriver dans les meilleures dispositions pour les playoffs. Pas comme l'année dernière, quoi. À voir. L'année dernière, voilà, ça s'est joué à... Ils sont fait sweeper par Boston et ça s'est joué à chaque fois à pas grand-chose. C'était pas beau en plus, c'était vraiment pas beau. C'était vraiment pas une belle série. Ça sera intéressant à voir de l'évolution jusqu'à la fin de la saison des Pacers et de surtout Malcolm Brogdon. Messieurs, merci pour cette petite chronique Under the Radar. On va pouvoir passer au premier jingle, au premier débat. Je suis un petit peu tête en l'air ce soir, excusez-moi. C'est un débat qui va concerner les Nets qui ont perdu Kyrie Irving. On en débat tout de suite. Come on, who has the best handles in the league? Dumb question. I think J'étais en train de penser, messieurs, c'est un petit peu dommage parce qu'à chaque fois qu'on fait pour une fois qu'on fait un focus sur les Nets, Yonim n'est pas là. On lui passe le bonjour d'ailleurs à Yonim, on l'embrasse, il est à Montpellier, il sera de retour la semaine prochaine. Mais pour les Nets, voilà, Kyrie Irving va se faire opérer très certainement de l'épaule et on se dirige vers une fin de saison. Il va falloir faire sans lui. Alors Brooklyn avait déjà fait sans lui au début de saison, il n'avait pas joué tous les matchs non plus et c'était plutôt satisfaisant. Mais bon, on sait qu'aujourd'hui la dynamique n'est pas la même. Messieurs, première question, est-ce que pour vous les Nets sont inquiétés pour leur spot en play-off? Non, je pense pas. Il y a déjà, malheureusement, c'est déjà fait les 8 à l'Est. C'est ça. Washington a déjà trop de retard. Ils ont 6 matchs de retard, je crois, sur les Nets. Ouais, 6. Et
Et je pense pas. Et justement, moi je trouve que la dynamique est bonne depuis la blessure de Kyrie. Et c'est ça qui est surprenant. Tiens. Non, mais la dynamique est bonne, c'est-à-dire elle est pas catastrophique. La hiérarchie est respectée. Ils battent les moins forts qu'eux et ils perdent contre les plus forts. Ouais, et puis j'ai l'impression que Kenny Atkinson a trouvé son sac majeur avec Dinwiddie et Levert dans le backcourt et Harris et Prince sur les ailes. Et parce que je trouve que les rôles sont bien répartis cette fois-ci. Avant, on avait un peu, quand il y avait Kyrie et Dinwiddie sur le terrain, ça se marchait un peu dessus. Et là, je trouve que c'est bien réparti entre Dinwiddie plus dans de la gestion, Levert vraiment dans du scoring. Et à côté, on a Prince et Harris qui sont vraiment dans du spot-up shooter. Et donc moi j'aime bien cette équipe. J'ai regardé leur match contre Philly et c'était vraiment intéressant. C'est ça, oui, ils avaient perdu de pas beaucoup en plus de ça. C'est ça la différence peut-être avec la première partie de saison où il n'y avait pas Kyrie. C'est que Dinwiddie est moins dans le scoring, plus dans la distribution si on veut. Et dans le scoring, il y a ton copain Léo, il y a Caris Levert. Qui s'est réveillé depuis ma chronique. Je pense qu'il écoute l'émission et qu'il était très remonté. Il s'est dit Léo Stali, who's this guy? C'est contre qui met 37 points, Caris? Attends, je l'ai. Je sais pas, mais c'est la défaite contre Toronto. Depuis l'Under the Radar, il a été 5e meilleure fois scoreur de son équipe en 7 matchs. Donc oui, il s'est bien réveillé. Après, je sais pas si on peut vraiment parler de dynamique encore avec les Nets. Ils n'en sont pas à 5 ou 6 victoires de suite. Et ce sera justement voir s'ils arrivent à tenir le rythme sur la longueur, en fait. Voir si le calendrier qui arrive, il y a 3 matchs très abordables. Orlando, à Washington, à Atlanta. Les équipes, 2 des 3 équipes qui sont en course pour les playoffs, si on peut mettre Washington dedans, même si ils sont un peu loin. C'est bon. Après, il y a un truc qui a été qui est très agréable avec Brooklyn et qui a été retrouvé, en fait, c'est Kenny Atkinson et le collectif sans star. Clairement, puisque Kenny Atkinson là il a pas de star à proprement parler, il a pas de All-Star, même si Spencer aurait pu l'être ou pas, ça c'est un autre débat. Spencer Dinwiddie était un All-Star selon les dires de Kobe Bryant, qui lui avait dit. Et tu vois, genre peut-être ça aurait été un All-Star naissant, on va dire, dans ce cas-là. Et au final, tout le collectif s'est retrouvé. On voit, il y a des matchs où Garrett Temple il prend 11 rebonds. Tu vois, il est sur le banc. Il y a vraiment, c'est tout un collectif. Ça redéfend demi-terrain plutôt que de jouer en transition avec Kyrie ou en ISO avec Kyrie aussi. C'est toute une identité qui est en train de se retrouver. En fait, ils se rendent compte que c'est l'identité de l'année dernière, en fait, des 2 dernières années qui est de retour et ça marche plutôt pas mal. On peut voir, c'est quoi, il y a que contre Toronto où ils perdent, où ils ont de l'avance, ils ont beaucoup d'avance. Ça arrive à pas mal d'équipes, surtout contre Toronto. Mais au final, la dynamique, comme l'a dit Lyon, elle est très très bonne et c'est parce que, notamment, je pense que il y a moins de pression peut-être avec Kyrie et peut-être qu'il y en aura, on verra comment ça se passe. Pourquoi ça marche pas avec Kyrie? C'est le personnage peut-être, non? Peut-être après, est-ce que ça fit bien avec Kenny Atkinson aussi? La question, moi je pense aussi qu'il y a la difficulté qu'ils n'ont jamais joué sur le long terme avec lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment le temps de s'adapter parce que blessé, il peut pas jouer, il peut pas rejouer, il peut pas revenir et s'y mettre. Donc il n'y a jamais eu vraiment de collectif qui a commencé à se construire avec Kyrie parce qu'il a jamais vraiment été là. Dans tous les cas, c'est compliqué d'avoir un Kyrie dans son équipe. Puis au-delà de ça, on est tous d'accord autour de cette table pour dire que c'est pas à lui d'être l'alpha d'une équipe. On l'a vu aux Celtics. Même si tu as raison, on a trop peu vu Kyrie sur une longue durée aux Nets. On a l'impression quand même que c'est plus une coïncidence, quoi. Kyrie n'est pas fait pour leader une équipe et c'est pour ça que les Nets c'était bizarre, que comme a dit Lilan, ça se marchait sur les pieds entre Spencer et Kyrie en attaque et c'était pas beau à voir, quoi. Après attention, genre c'est pas jurisprudence Kobe dans le sens où tu sais quand Kobe Shaq est parti, il a eu 3-4 ans, on disait il est pas capable de faire ce qu'il faisait quand il y avait Shaq, tu vois. On est jamais à l'abri de Kyrie Irving qui va se réveiller, qui va comprendre telle ou telle chose et qui va remonter après avoir connu des heures glorieuses dans sa carrière. Maintenant, moi j'ai une autre question pour se refocus vraiment sur les Nets et les playoffs. Est-ce que finalement l'enjeu ça serait peut-être pas d'aller conserver cette 7ème place pour éviter un sweep directement au premier tour, quoi? Mais là actuellement ils sont plus là, ils sont 8ème que 7ème, non? Là ils sont 7ème. Ils sont repassés 7ème. Ils sont 7ème, ouais. Orlando est 8ème, mais voilà, ça se joue à pas grand chose. Ça serait plus intéressant d'être 7ème et d'aller affronter Toronto. Autre chose que les Bucks. Intéressant. Oui, ce serait juste moins humiliant, quoi. Voilà, ce Toronto-là, je pense qu'il peut te coller un sweep. Hein. Oui, clairement. Clairement. Hein. Ouais, ils sont monstrueux. C'est Toronto, à mon avis, ils seront toujours sous-estimés en arrivant en playoff parce que les gens vont dire il n'y aura pas de Kawhi, mais c'est clair que pour moi, une équipe comme les Nets, regarder les matchs là ils sont incroyables. Elle peut prendre tarif aussi. Ah ouais. Attention, on n'est pas à l'abri. Hein. Donc pour vous, 7ème, 8ème. De toute façon, le projet, faut en parler. Le projet des Nets cette saison, c'est quoi?
faire les playoffs. Il a changé le projet. De base, c'était Kyrie lead avec Caris LeVert qui se dévoile le temps que KD revienne et choper les demi de conf. Et c'était ça, déjà créer une alchimie avec un Irving en patron qui allait l'année prochaine devenir le lieutenant de KD. Caris, tout allait se décaler l'année prochaine. Tout a explosé. Maintenant, c'est limite, on s'en fout en fait. Parce que tout va changer l'année prochaine. Les choses que Atkinson est en train de créer cette saison, tout va changer l'année prochaine. Les rôles vont changer, les joueurs, Caris LeVert, c'est bien de le développer, Jarrett Allen, c'est bien de le développer. Mais l'année prochaine, l'environnement, il sera complètement différent. Donc on aura des joueurs peut-être plus forts, mais dans un environnement différent. Donc c'est là où il faudra voir comment l'installer. C'est là où Atkinson, il aura tout à retravailler. Donc j'ai envie de te dire, cette année, malheureusement, elle sert à rien. Est-ce que tu penses qu'il n'est pas déjà peut-être en train de le travailler, ça ? C'est impossible. Il le sait. Pourquoi c'est impossible ? Parce que t'as pas les éléments pour. Comment tu veux travailler l'année prochaine ? On parle d'une équipe qui, entre guillemets, jouera le titre. Alors moi, on pourra m'en parler. Moi, je mets un all là-dessus parce que on parle de 2 joueurs qui sont blessés. Bref, on en reparlera. Mais c'est impossible que Atkinson il puisse travailler cette année par rapport à l'année prochaine. Je sais pas comment, mais il est au courant de la situation, donc je pense qu'il y pense forcément. Oui, non, mais après cette année, ils pensent à aller le plus loin possible, à pas perdre la face, parce que l'année dernière, ils ont fait une bonne saison, à essayer de continuer, de progresser, essayer de développer les jeunes, Caris LeVert, Jarrett Allen, tout ça. Mais ouais, bah voilà, il est là l'objectif. C'est un peu comme l'année dernière, ils ont fait une belle saison qui leur a permis d'attirer Kyrie, d'attirer KD. Là, c'est pareil, ils doivent bien terminer la régulière pour accrocher une place en play-off, pour déjà se rassurer en tant que collectif, c'est-à-dire qu'on peut le faire ensemble, aller quand même être dans les 8 meilleures équipes à l'Est, et ça rassure aussi ses stars, à mon avis. Kyrie et KD, ils sont contents de voir leurs coéquipiers bien taffer ensemble et aller décrocher une place en play-off. Kyrie, je sais pas trop, mais Lilian, je sais que tu voulais intervenir. Ouais, je rejoins un peu l'avis de Léo, je pense. Ça sert tout, enfin, on peut pas dire que ça va servir à rien, parce que moi je trouve Caris LeVert, on voit qu'il s'est en train d'exploser, d'accord, il aura pas le même rôle l'an prochain, mais il aura quand même, tu peux te dire que ça peut être maintenant ta 3e option avec Dinwiddie. Ensuite, ça développe aussi tes role-players. On voit que le français Luau Cabarro, en ce moment, il est très très bon. Il vit sa meilleure vie depuis qu'il arrive en NBA là, à Brooklyn. Il est très très bon, et tu peux déjà te dire que là, j'ai un role-player solide. Ensuite, DeAndre Jordan, on l'a beaucoup critiqué sur le début de saison, et je trouve qu'il s'intègre de mieux en mieux. Il a vraiment là. On est d'accord. Il a vraiment là, c'est lent quand même. Franchement, c'est une intégration lente. En même temps, c'est pas facile pour lui. Là, je pense qu'il s'imprègne vraiment d'un rôle de vétéran où il doit juste poser des écrans, défendre, pas réclamer la balle. Et d'ailleurs, il a fait un super match contre Philly où il a bien embêté Embiid. Et c'est exactement dans ce rôle-là qu'il doit être et qui sera l'an prochain. Et je trouve qu'il y a moins cette compétition avec Jarrett Allen qui a pu les gêner tous les deux au début. Et je pense la saison sera quand même intéressante et ça fera toujours une expérience de plus en play-off et ça pourra qu'être bénéfique pour l'an prochain. Alors on a un auditeur, Alexandre, qui nous dit je pense surtout que Kyrie n'avait pas trop envie de jouer cette saison sans Kevin Durant. La saison prochaine il sera moins absent, vous verrez. Vous êtes d'accord avec ça ? Ce serait vraiment prendre les gens de haut, et c'est une attitude de merde. Est-ce que ça ressemble pas un petit peu à Kyrie ? Ah si, ça lui ressemble complètement, mais c'est après, terrible. Faut pas exagérer quand même. Le mec qui subit là une opération de l'épaule, si c'est fait exprès, ça c'est. Non, ça peut être malade. Hein. Ça peut vraiment être le Neymar de la NBA. Je l'aime pas, mais il faut pas exagérer. Peut-être qu'il s'impatiente de voir Kyrie. Après, de là à s'imaginer, genre je vais me faire opérer pour attendre l'année prochaine et laisser mes potes, la franchise de mon cœur, la franchise de ma famille depuis que je suis né, pas dans la merde, mais toute seule dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est quand même un petit peu abusé. Moi, j'avoue, je suis déçu de ne pas l'avoir vu au TD Garden cette saison. Ça, oui. Un petit pincement au au cœur. Ça perd un peu de saveur dans 2 ans, ça sera bizarre après 2 ans. Mais ça sera encore plus. Plus on attend, plus ça va être sympathique à regarder quand Kyrie Irving fera son retour au TD Garden. Lui qui a joué à Boston avant d'arriver. Il a joué là-bas ? Il est un survêt. Il me regarde, il me dit ça, je fais quoi ? Il est dans le dénu, man. J'ai compris la petite ironie. Bon, on a fait le tour de ces débats sur les nets, messieurs. Merci beaucoup. On va passer tout de suite à une nouvelle chronique qu'on va introduire. Je vous explique tout ça dans une seconde. On y passe tout de suite. Come on, who has the best handles in the league? Dumb question. Et cette chronique s'intitule Les joueurs à suivre. Ça va être
Le nom est assez explicite. Les 4 chroniqueurs, Antoine, Manu, Léo et Lilian, qui sont autour de moi, ont choisi un joueur. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir de particulier, ce joueur ? Voilà, il va être intéressant à suivre parce qu'il va avoir un rôle particulier à jouer dans son équipe jusqu'à la fin de la saison et aussi en vue des playoffs. Et chacun des chroniqueurs va nous expliquer pourquoi il a choisi ce joueur. On va commencer, peut-être je me tourne vers toi, Manu, je sais pas pourquoi je te sens chaud. T'es Pourquoi ok pas, pour commencer ? Je sais que tu as choisi un joueur de Houston. Exact, j'ai choisi PJ Tucker. Comme vous l'avez vu lors de la Free Agency, les Rockets, ils ont complètement choisi d'opérer sur un small ball complètement inédit en NBA, en tout cas dans cette NBA moderne. On n'a jamais vu ça. Les pivots, salut, ça ne nous intéresse pas. Capella, Hartenstein, salut, au revoir. Et donc on dit bonjour à Robert Covington, Jeff Green et Demary Carroll. Et donc ouais, pour moi, en fait, les Rockets, c'est le projet à suivre. Et du coup, dans ce projet à suivre, c'est le joueur à suivre pour moi, c'est PJ Tucker, parce que sans lui, ça ne fonctionne pas. Sans lui, les cartes s'effondrent. C'est la pièce centrale du projet. Parce que c'est un pivot. PJ Tucker est un pivot. C'est complètement fou de le dire parce que c'est un mec qui mesure 1m96 pour 111 kg. Mais il est capable de tenir les meilleurs pivots de la ligue et du coup les meilleures défenses aussi. Et donc c'est l'élément central. Sans lui, ça ne fonctionne pas. Parce que derrière lui, les amis, il y a quand même Thabo Sefolosha. Donc si PJ Tucker se blesse, c'est un petit peu la misère quand même. et pour appuyer mes propos, il n'y a pas longtemps, il y a Draymond Green qui déclarait « La personne qui fait que le small ball des Rockets fonctionne, c'est PJ Tucker. Il doit être le point d'ancrage dans tout ça. Il apporte une présence semblable à un big man. Il est la clé dans tout ça. » Je suis complètement d'accord avec lui. Et donc, il y connaît quelque chose, Draymond Green. Exactement, j'en parle d'ailleurs tout à l'heure. Et du coup, avec ce revirement stratégique à Houston, ça fonctionne plutôt bien pour le moment, on va pas se mentir. Tellement que le front office des Rockets, ils ont choisi de le prolonger l'année prochaine. 8 millions l'année, PJ Tucker, je pense que c'est une bonne affaire. Et donc, dans tout ça, il y a quand même un hic. C'est quelle sera la fraîcheur de PJ Tucker au moment d'aborder les playoffs ? Parce que le mec, il va être usé. Parce que toujours Draymond Green, donc il sait de quoi il parle. Hein. Tu disais, il a joué le line-up des Def Line-up avec les Warriors. Donc lui, il sait ce que c'est d'être un 4 en tant que 5. Et justement, à ce titre, il dit qu'à chaque match, ça t'use. Je suis curieux de savoir comment ça va se goupiller en fin de saison pour PJ Tucker. Mais pour l'instant, ils ont du succès jusque-là. Donc PJ Tucker en poste 5, ça marche pour le moment. Mais attention, on connaît les Rockets, le juge de paix, ce sera en play-off. Donc pas d'enflammade, les amis, il va falloir attendre. Vous êtes plutôt d'accord Ma question, est-ce que vous êtes inquiet par rapport justement à la question que je posais ? Est-ce que par rapport à cette fraîcheur, que ça demande énormément d'énergie, est-ce que vous n'êtes pas inquiet par rapport au choix de Daryl Morey et Mike D'Antoni de mettre PJ Tucker comme ça en poste 5 et de se dire que derrière lui, il n'y a personne ? Je sais pas combien il joue beaucoup de minutes par match, mais derrière en backup du coup officiellement quand Tucker est sur le banc, c'est qui ? C'est Sefolosha qui reprend la place. C'est Sefolosha ? Ouais, c'est hard. Mais après, D'Antoni a toujours eu l'habitude de faire beaucoup jouer ses joueurs, même à l'aube des playoffs, il y avait pas beaucoup de repos même pour les stars. Et PJ Tucker, il a toujours joué énormément. T'as l'impression que le mec il est inépuisable. Donc là, à mon avis, il sait qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de lui et il va se donner à fond. Donc certes, on pourra reparler de la fraîcheur une fois arrivé en play-off, mais bon, là, il sait que l'équipe dépend de lui, donc il va se donner à fond et c'est comme ça, quoi. Merci Manu pour nous avoir évoqué PJ Tucker et pourquoi c'était ton joueur à suivre jusqu'à la fin de la saison. On y reviendra hein, évidemment sur ces joueurs pour voir comment ça évolue, pour voir justement si PJ Tucker se fatigue un petit peu à l'approche des playoffs. Ça va être intéressant à suivre. Là on va passer alors à un petit duel avant de passer à ton joueur Lilian. Parce qu'il faut savoir que Léo et Antoine ont, sans se concerter, pas choisi le même joueur mais choisi 2 joueurs d'une même équipe. Toujours lié avec Léo. Ça pour les pronos pour ça. Il y a Tobias Harris d'un côté
et Al Horford de l'autre. Tobias Harris pour Antoine et Al Horford pour Léo. Je vais d'abord, on va commencer par Antoine qui va nous expliquer pourquoi du côté des Sixers il choisit Tobias Harris, et ensuite Léo nous dira pourquoi lui il a choisi de suivre Al Horford. Antoine, vas-y. Let's go. J'ai choisi Tobias Harris pour une raison très simple, c'est que depuis cet été, donc les Sixers ont fait le choix de se débarrasser de Butler pour donner le gros contrat à Tobias Harris. Tobias Harris, c'est quand même une valeur sûre dans toutes les franchises où il a évolué. Il a failli être All-Star à l'Ouest dans des Clippers combatifs l'année dernière aussi. C'est un joueur donc, cette année qui tourne en 19 points, il est à 3 passes, 7 rebonds, c'est un joueur vraiment assez complet, il peut shooter à 3 points, c'est un joueur qui peut jouer 3, qui peut jouer 4. Le seul problème qu'il a cette année, mais je pense qu'il faudra le régler, et les Sixers sont dessus, c'est son manque de régularité. Parce qu'il peut clairement tourner en... Il peut te claquer 25 points par match et te prendre 12, 13, 14, 15 rebonds sans problème. Il l'a fait cette saison, il a même tourné des fois à plus de 25 points justement avec une quinzaine de rebonds. C'est un joueur qui peut défendre sur des postes 3, qui peut défendre sur des postes 4, qui peut courir, qui peut jouer sur du demi-terrain. C'est un joueur vraiment complet. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui rêveraient de l'avoir, ne serait-ce qu'en deuxième option offensive, parce que première c'est un peu léger au final. Ça va être un joueur à suivre parce que les Sixers sont quand même assez irréguliers, même si leur défense est quand même assez relevée. On attend beaucoup de lui. Ça fait quelques matchs qu'il a un peu du mal. En fait, toute sa saison est un peu en dents de scie en vue de son contrat qui est quand même extrêmement élevé puisqu'il a signé à 180 sur 5. Ce qui peut paraître énormément pour lui. Faudrait pas que les Sixers commencent à se demander s'ils n'auraient pas dû mettre l'argent sur Butler plutôt que sur lui. Donc, Tobias Harris à suivre, joueur régulier, attaquant, défenseur, bon fit en plus, puisque bon gars dans un vestiaire. Quand on sait qu'il y a déjà Embiid et Simmons à gérer, c'est bien d'avoir un joueur comme ça. C'est ça qui a joué aussi justement dans le choix entre lui et Butler. Là, c'est pas une tête brûlée déjà, c'est moins une tête brûlée que peuvent l'être Embiid et Simmons. Donc à suivre, et je pense facteur clé des Sixers, quand ils seront en playoff, c'est d'avoir un joueur, d'avoir un Simmons qui mène le jeu, un Embiid dans la raquette et un Tobias Harris qui peut défendre et planter, pourquoi pas 22, monter un petit peu plus de 19 points. Donc le facteur X des Sixers cette saison jusqu'à la fin de saison et en vue des playoffs. Pour toi Antoine, c'est Tobias Harris. À côté de toi, il y a Léo qui pense que lui justement, ça va être Al Horford qui va être déterminant dans la saison des Sixers. Explique-nous pourquoi Léo. Moi, je pense que c'est Al Horford parce que déjà, Brett Brown, il a pris une décision très importante la semaine dernière qui concerne Al Horford. C'est-à-dire que maintenant, Al Horford sort du banc. Il n'est plus titulaire parmi les Sixers. Il formait avant la paire avec Embiid dans la raquette et Al Horford sur le banc en tant que sixième homme. Déjà, c'est la première fois de sa carrière. C'est-à-dire que le mec, il est arrivé en 2007 et il a été titulaire à tous les matchs qu'il a joué, que ce soit à Atlanta, que ce soit à Boston et à Philly jusqu'à la semaine dernière. Donc il va découvrir ce rôle de sixième homme et en fait moi ça va être mon joueur à suivre parce que je trouvais que les Sixers étaient en train vraiment de patiner en attaque, ils n'avaient plus d'idées, tu sentais que Brett Brown il savait plus quoi faire avec ces 5 joueurs ensemble sur le terrain, donc les 5 Simmons, Richardson, Harris, Horford et Embiid, et en fait de starter avec 5 gars comme ça sans avoir le playbook nécessaire pour bien les faire jouer ensemble, je trouve que ça fait que Al Horford fait sa pire saison depuis très 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 longtemps parce qu'en fait on lui a délégué des missions qui sont habituellement pas les siennes, c'est-à-dire se retrouver dans un corner à faire le plot et à attendre une balle pour tirer à 3 points. Horford cette saison il tire plus de 43% de ses shoots de loin, il en prend 4 par match, il en prend 11 au total et c'est pas un shooter de loin. Alors je suis d'accord, maintenant tous les big men doivent savoir shooter et lui il est plutôt pas trop mal en la matière. De base il a un tir extérieur très, très intéressant, sauf que là il est tombé à 32% de loin, donc c'est pas du tout efficace et je trouvais que justement faire starter Horford, l'associer avec Embiid, avec Harris, en fait tu perdais toute la polyvalence offensive que peut apporter Horford et qu'on voyait notamment à Boston encore l'année dernière. Je trouvais qu'il y avait une belle alchimie avec Kyrie, quand il posait un écran le ballon lui revenait, il était très bon en spot-up shooter pick and pop. Et là, le fait d'avoir mis Horford sur le banc, ça libère une place pour Korkmaz dans le starting five. Donc déjà, ça étire ton attaque parce que Korkmaz est potentiellement le meilleur shooter de loin de cet effectif. Et maintenant, je vais m'intéresser à Horford dans son rôle de sixième homme, voir s'il arrive à retrouver de l'efficacité, s'il arrive à retrouver ses standards en fait. Et je pense que c'est ce move-là, d'avoir mis Horford sur le banc,
qui sera peut-être déterminant pour la suite de la saison des Sixers et pour leur attaque notamment qui était en train de patiner très largement. Alors je vois Lilian et Manu hocher la tête, vous êtes plutôt d'accord avec ça sur Horford, donc dans ce petit duel entre Harris et Horford, vous iriez plus sur Horford Factor X? Ah ouais, clairement Horford pour moi parce que c'est un fort joueur Horford. Horford à Boston, voilà, c'était un joueur qui avait un vrai impact des deux côtés du terrain. Cette saison, déjà sur le terrain, tu vois qu'il est perdu. Pour moi, les Sixers, ils l'utilisent très très mal, mais très très mal. C'est incroyable comme tu as dit, c'est un shooter. C'est pas du tout un... Tu l'utilises pas comme ça. Il a moins la balle, il y a moins de hand-off. J'aime pas du tout comment il l'utilise. Et on retrouve pas du coup et du coup, il a perdu tout ça et cette confiance. Ça se voit aujourd'hui, donc comme tu as dit, Brett Brown il a décidé de le faire sortir sur le banc, le mettre sur le banc, et même quand il est à 5, je crois des fois il le met 5, il n'est pas en confiance du tout, il est plus du tout en confiance, il a perdu son basketball, et c'est là-dessus où il va falloir que lui et tout le coaching staff ils essayent de travailler pour permettre à Horford de retrouver son niveau de jeu parce que c'est un joueur qui a coûté cher quand même, 109 millions sur 4. 109 millions sur 4, ouais. Là C'est actuellement il est payé sur la dernière. C'est pas possible de fournir aussi peu. Clairement, ouais, pour moi Tobias Harris, ça devrait aller. Horford, non, va falloir faire beaucoup plus. Tu penses Après, pour appuyer peut-être ce que disait Antoine sur Tobias Harris, Harris a quand même un rôle important dans le sens où c'est quasiment la seule menace extérieure des Sixers, avec Richardson qui a une saison compliquée, qui jongle avec les blessures, et en fait c'est leur seul apport extérieur. Donc s'il est pas bon, les Sixers en gros ne comptent quasiment que sur Korkmaz, il est... Oui, mais je veux dire, c'est un shooter, tu vois, il va pas te créer vraiment... Il est juste sur des situations de end-off quand même. Ah non, faut pas le laisser. Mais je veux dire que Harris a quand même cette possibilité de driver, d'être ballon en main, une plus grosse menace et quasiment la seule. Parce qu'on sait que Simon c'est que sur de la créativité, créativité à la passe et pas au scoring. Donc je pense qu'il a un rôle important dans ce sens-là où il doit gagner davantage en régularité pour que les Sixers eux également gagnent en régularité et notamment à l'extérieur. Mais en fait Harris, voilà, c'est ce que disait Antoine, c'est il doit retrouver de la régularité, mais il est déjà dans le rôle dans lequel il doit être en fait. Alors que le problème c'est que Horford il doit retrouver un rôle dans lequel il peut exprimer toutes ses qualités, ce qui est pour l'instant pas le cas. On verra peut-être par la suite. Parce que quand tu regardes les stats de Harris, à 3 points et au shoot, c'est les mêmes qu'en carrière. C'est juste qu'en fait, il faut vraiment qu'il arrive justement à augmenter son pourcentage, ne serait-ce que 2 ou 3%. Parce que là, il joue plus la 8ème place avec les Clippers. Il joue vraiment le haut du tableau avec des Sixers qui patinent depuis des années. Et on est même de se demander si c'est pas la dernière de Brett Brown. Enfin, c'est tout un cycle qui peut bouger. C'est vraiment une équipe qui va être intéressante et deux joueurs, deux cas qui vont être intéressants à suivre parce qu'on en reparlera sûrement cette saison. Mais il y avait pas mal d'attentes sur les Sixers. Même Embiid, on pourra en parler énormément. C'est vraiment dossier, hein. une franchise sur laquelle on va revenir dans Time Out. Merci Léo, merci Antoine pour nous avoir évoqué toutes ces petites choses sur Horford et j'allais dire Embiid et Tobias Harris. Je me retourne maintenant vers toi Lilian pour le dernier joueur à suivre. Toi tu as choisi un joueur de la conférence Ouest, c'est Mike Conley qui depuis qu'il est arrivé dans l'Utah a un peu de mal à s'imposer. Ouais, c'est exact, et parce qu'on parle beaucoup, quand on parle du Jazz on parle beaucoup de Donovan Mitchell, de Bojan Bogdanovic avec Léo, même de Rudy Gobert, notre All-Star. Mais on oublierait presque que Mike Conley a rejoint cette équipe cet été, enfin que le Jazz a fait un trade pour l'acquérir. Et il a beaucoup de mal cette saison. Il a été déjà blessé il a déjà loupé une 20aine de matchs. Il a des gros problèmes avec son tir. Il tourne à 39% au global. Donc c'est assez mauvais alors qu'il a un usage assez important puisque c'est le deuxième de l'équipe avec 22% d'usage. Et quelque chose qui illustre vraiment ses difficultés au tir notamment, c'est ses pourcentages à mi-distance. Lui qui est un adorateur du flotteur avec sa petite main gauche. L'an dernier avec Memphis il tournait à 45% dans cette zone à mi-distance et cette année seulement à 34%, donc c'est vraiment bien en deçà de ses standards. Et plus généralement j'ai trouvé qu'il avait du mal dans son association avec Mitchell qui change quand même pas mal par rapport à ses années à Memphis où il avait à ses côtés Marc Gasol, un big man qui a cette créativité balle en main, et c'est pas ce qu'il retrouve avec Gobert notamment qui n'a pas du tout ce rôle là au Jazz. Et je trouve vraiment qu'il a du mal dans son association avec Mitchell, qui n'est pas forcément un gestionnaire hors pair, alors que Mike Conley est quand même un meneur qui aime beaucoup jouer off-ball, avec notamment beaucoup de situations de catch and shoot en sortie de dribble ou derrière un écran. Et donc, il a vraiment du mal à s'adapter à cette
le Jazz a une créativité davantage basée sur les extérieurs qu'il ne l'avait avec Memphis. Et il a vraiment du mal cette saison. C'est aussi lié à ses blessures, du coup, parce qu'il n'a pas forcément beaucoup de rythme. Et Quinn Snyder ne trouve pas pour l'instant la formule. De temps en temps, il le met titulaire, après il le refait passer sur le banc. Il a aussi du mal à l'impliquer avec Joe Ingles, qui a aussi une grosse part de responsabilité dans la gestion et dans la main de l'équipe. Et donc, je trouvais que c'était important de parler de Mike Conley, qui aura, si le Jazz veut passer vraiment un cap en playoff, il faudra un très bon Mike Conley pour le Jazz. Ouais, c'est ça. Donc l'enjeu, hein, tu nous l'as amené à la fin, c'est ça, c'est que si Utah va vouloir faire quelque chose en playoff d'intéressant, ça va passer forcément par un réveil de Mike Conley. Sans ça, vous pensez qu'ils ne seront pas capables d'inquiéter d'autres équipes? Déjà, il y a des match-ups où forcément ce sera compliqué. Si le Jazz tombe contre leur kryptonite, les Rockets, c'est d'emblée déjà une grosse problématique. Alors, c'est une grosse problématique, mais bon, cette année, ils ont affronté 2 fois avec Ricky Rubio à la main. Là, Mike Conley, s'il exprime enfin ses qualités défensives, il pourrait déjà plus contrôler tout ce qui est James Harden, Russell Westbrook. Donc ouais, Mike Conley doit clairement se réveiller. Déjà en attaque, c'est la galère, il n'est pas très bien intégré. Mais même en défense, je trouve qu'il n'est pas encore très efficace, pas comme à Memphis. Et comme à Horford, comme PJ Tucker, comme Tobias Harris, Mike Conley sera un joueur à suivre cette saison par la rédaction de Time Out. On y reviendra aussi évidemment. Merci messieurs pour nous avoir sélectionné chacun un petit joueur. C'était franchement très intéressant. On va passer désormais au dernier débat avant de conclure l'émission avec le qui a dit. Le dernier débat, il concerne les Pelicans. On en parle tout de suite. Il est venu du ciel comme un pélican. Il a dû me prendre pour un poisson. Et ça, c'est toujours Flavien à la prod avec ses super jingles qui est toujours là pour innover. Les Pélicans, on va les appeler les Pélicans aujourd'hui. Ils sont 11e de la conférence Ouest, mais à 4 petites victoires. 10e, je crois, ils sont passés devant les Spurs. D'accord, j'ai regardé tout à l'heure, c'était 11e. 10, 11e. Une situation plutôt intéressante, ils ont un petit peu repris du galon, une situation qui n'est non sans lien avec l'explosion et l'affirmation de Zion Williamson. Première question messieurs, tout simplement très très simple, qu'est-ce qu'on pense du niveau de Zion depuis qu'il est arrivé là? Impressionnant. Agression. Ouais. Une bête physique. C'est le joueur le plus dominant de la ligue, voilà. J'ai pas peur de le dire. Il est pas à 100% de ses. J'ai rarement vu un mec prendre des rebonds offensifs et de voir son défenseur qui peut être un vétéran se sentir autant agressé. Genre, il recule. Ouais, mais parfois, non, mais Steven Adams, voilà, on est d'accord. Non, mais c'est pas possible. C'est un tronc d'arbre, bonhomme, quoi. Il l'a, mais bougé. Ouais. C'est fou. Parce que c'est costaud. Et ça va vite, en plus de ça. Beaucoup trop Sous agile. le panier. Hier, son premier panier qui met contre le spin move qui met contre les Warriors, mais tout va trop vite. Et avec cette masse de trucs, tu peux rien faire, quoi. Alors, voilà, Zion, j'ai plusieurs questions à poser un petit peu dans le désordre. Là, vu qu'on est sur Zion et les Pels, on va rester un petit peu peut-être sur Zion. Est-ce que vous pensez... C'est une question que je pose qui est pas putaclic, mais un petit peu. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un duel pour le rookie de l'année entre Ja et Zion, dans le sens Memphis et Pels, celui qui passera le mieux classé, mais peut-être celui qui ira en playoff sera le rookie de l'année? Bah c'est sûr qu'il va y avoir ce débat-là. Déjà, rien qu'après son premier match, je crois que je voyais déjà des trucs sur Twitter, des prédictions apparaître comme quoi il pourrait être dans la course au podium, alors que le mec avait joué un seul match. Puis on parle de Zion, c'est tellement un monstre, mais rien que médiatiquement, le mec c'est justifié, c'est ça qui est fou. Il est en train de le justifier sur le terrain complètement. Il a joué 12-13 matchs et il a déjà montré qu'il était ultra polyvalent. C'est ça en fait qui m'a le plus choqué en fait chez Zion, c'est que il sait tout faire. Il y a des matchs où il artillait de loin, il y a des matchs où il dominait à l'intérieur, il y a des matchs où il prenait des rebonds offensifs de malade, il y a des matchs où il montrait qu'il avait des belles qualités à la passe. Et oui, à mon avis, il y aura clairement une guéguerre avec Ja Morant jusqu'au bout, même si pour moi, faut pas abuser. Il a loupé la moitié de la saison. La course, si Ja Morant conserve son niveau et va en play-off, ou même finit 9e et que les Pels y vont, en vrai, le trophée est censé lui revenir. Je pense comme toi, mais après, tu connais, mec, la hype, elle est énorme.
Et Alors, le mec, je me permets de recentrer le débat. Alors, attention, c'est pas un débat sur le rookie de l'année. Je savais que ça allait, que ça allait prendre cette bref, tournure. Zion un rookie, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais pour revenir sur les Pels, vous y croyez aux playoffs? Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Bah, quand tu vois les autres patiner, tu peux te dire oui que c'est possible. Parce qu'ils sont sur une belle dynamique en ce moment. Ça allait gagner un match très important à Portland. Donc ça va jouer, il y a combien? 4 équipes pour un spot, il me semble. À peu près, 3 3, ouais. Qui sont Memphis, Portland Et les la Spurs. Nouvelle-Orléans, peut-être les Spurs aussi. Mais... Ah ouais, t'as enlevé les Spurs carrément. Tu mets pas les Kings, on vient de battre les Clippers, non? Non, tu nous respectes pas à ce point-là? Dommage. Non, j'avoue, les Spurs, c'est fini pour moi. Désolé, Léo, mais faut y faire. On va reparler des Pels. Non, mais ce qui est bien avec les Pels, en fait, ce qui était bien avec les Pels, c'est que déjà avant le retour de Zion, ils s'étaient remis. Ouais. Enfin, ils avaient commencé leur saison en fait, parce qu'il y a un moment, ils avaient pris. Je me souviens, j'avais fait une news. Ils ont été à 14 défaites d'affilée. C'est ou un truc totalement comme dans ça. l'oubli. Ils étaient dans le trou total. Et il y avait que Ingram qui surnageait dans le marasme. Et depuis Holiday, il a commencé sa saison. Lonzo Ball, il a commencé sa saison. Nicolo Melli. Nicolo Melli s'est révélé. T'as plein de joueurs comme ça enfin, tout le collectif vraiment a step up. Et ils avaient parfaitement, je trouve, préparé l'arrivée de Zion. Et Zion, tu vois que c'est un peu le X-Factor, plus qu'un X-Factor. Le mec qui peut transformer ta saison, quoi. Justement, sur le rôle de Zion, tu as mentionné Ingram. Qu'est-ce que vous pensez de l'association des deux sur le terrain? J'ai l'impression que depuis que Zion fait ses stats et ses gros matchs, Ingram il est un petit peu en dessous de ses standards sur l'All-Star Game. Est-ce que vous pensez que c'est forcément une mauvaise chose, que ça peut leur être préjudiciable ou que ça peut coller fit Non, justement, moi je pense que c'est une bonne chose. Je trouve qu'il a, au-delà de son impact individuel, qu'il a un peu changé le visage de ses Pels qui ont beaucoup plus d'alternance à l'intérieur, qui lui filent des ballons au poste et qui lui convertit très bien. Et justement, je trouve qu'ils ont une belle relation les deux avec Ingram, qui se trouve plutôt pas mal. Je trouve que Ingram justement s'est mis un peu plus en retrait, et également avec Lonzo Ball qui est un passeur formidable et qui se régale avec Zion qui a juste à envoyer la balle près du panier. Ouais, c'est parti. Et Zion récupère, mais même Zion, on parle beaucoup de ses gros dunks, ses gros rebonds offensifs, mais il y a plein de choses auxquelles les gens ne font pas forcément attention. Par exemple, j'ai noté je trouve qu'il a touché une balle incroyable quand même pour un joueur de... À Duke, il avait. Moi, je regardais à Duke, je regardais sa saison. Et même il avait déjà ça. Sa vision de jeu, il apporte une autre solution dans les Pels qui était beaucoup dans de la création extérieure avec Holiday et Ingram, et il apporte autre chose. Zion, et on fait déjà des prises à deux sur lui, et il n'est pas individualiste, il sait faire la passe quand il faut. Exact. Et c'est super important, ça aère l'attaque des Pels. Ça permet par exemple à un mec comme on l'a dit, Nicolo Melli, d'avoir des shoots ouverts et de les prendre. Et non, c'est vrai, ils ont changé de visage. Je sais pas si ça sera suffisant avec seulement une vingtaine de matchs sur la fin de saison pour pouvoir croire à la 8e place, mais c'est très encourageant en tout cas pour la saison prochaine. Les Pelicans qui vont devoir se battre. Il y a toujours cette bataille à l'ouest avec j'allais dire un petit peu les mêmes équipes. Memphis qui a souvent été dans cette bataille, même si l'année dernière ils y étaient. Memphis, ça va être compliqué là. Ils ont perdu Jaren Jackson Jr. pour 2 semaines. Ils ont perdu 2 matchs et ils ont un calendrier hardcore. Je pense que de toutes les équipes c'est pour ça. Dans la course sur la 8e place, Memphis a le pire calendrier, avec quasiment que des équipes Léofab, des road trips à l'Est, etc. Mais les Pels, attention aux Pels, parce que c'est vrai que je trouve qu'ils ont en plus un bon équilibre entre jeunes très très forts déjà, comme Ingram et Zion et Lonzo Ball, et Redick et Holiday, des vétérans. Derek Favors, il est bon. Derek Favors aussi, même bon. Qui était sur une série de 26 shoots de suite qu'il avait inscrit. Non, il n'avait pas une stat comme ça. Il était sur une stat où il avait mis 23 il y a 2-3 semaines, où il était sur 23 shoots de suite mis. Et j'étais pas au courant de sa stat, mais dès que j'ai allumé le match, le match pour regarder ça, il a raté son premier shoot. Voilà. mais ça va être intéressant, et ça va être une émission qu'on va faire ou la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Objectif playoff avec la bataille pour les 8e, 7e et 8e spots, et avec les petites previews des favoris où ils en sont, avec les Clippers notamment qui galèrent un petit peu, qui ont du mal à se mettre en place. C'est pas beau. Et des équipes comme Indiana, comme Philadelphie, on en a parlé évidemment. On va en reparler, et on va suivre de très près cette fin de saison des Pelicans. Messieurs, on va passer à la dernière petite chronique
chronique, le dernier petit quiz. D'habitude, c'est moi qui le prépare, mais vu que je suis à l'animation aujourd'hui, Lilian s'en est chargé pour moi. Je vais essayer de détrôner Léo. Tout de suite, on passe au qui a dit. Je suis content, on m'a directement filé une chronique ce soir, donc je vais essayer d'être à la hauteur et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec une citation un peu punchy. Attention, elle est très courte, messieurs. C'est simple, on joue soft. Scott Brooks. Excellent, Léo. Scott Brooks, cette nuit après la défaite des Wizards. Ça aurait pu être Simmons, C'est une non machine, le type. Bradley Beal qui avait inscrit 50 points, mais ça n'a pas suffi pour assurer la victoire des la siens. tronche de Bradley Beal, là, quand il voit que le match il est terminé alors qu'il a marqué 53 points, tu te dis, mais dans sa tête, il est en train de Va-t'en. Mais pourquoi t'as prolongé? Je comprends pas. c'est ta faute aussi. Bref. Allez, deuxième citation, Léo mène. Dans ma tête, j'étais parti pour faire toute l'année avec l'équipe. DeMarcus Cousins? Non. Isaiah Thomas? Clint Capella? Tous les mecs qui se sont fait cut, non? Non. Je donne un indice, un français. Bon, j'avoue, ça date un peu, mais. Dans ma Timothée Luwawu? Hmm. En parlant de son équipe précédente, mais du coup, je sais même plus. Non, même pas. C'était à propos du contrat qu'il a signé c'était il y a une semaine et demie, je crois. Avec les Long Island Nets? Non, avec les Nets. Ah, il a signé un contrat garanti. Il y a encore, ouais. C'est ça, et il était. Même si. Il était pas assuré avec son tout contrat, qu'il était persuadé qu'il allait finir la saison avec les Nets bien avant de signer son contrat garanti. Ok, j'avais pas compris comme ça. Moi aussi, mais bon, je pensais qu'il venait de se faire cut. Bon, les faits sont les faits, j'ai 2 points, les gars. Attends, je peux encore égaliser. Allez, faut se réveiller maintenant. Troisième citation. Ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir combien mes coéquipiers me poussent à avoir une influence sur le jeu. Zion. Exact. Let's go. Celle-là, elle était assez facile. Ouais, mais Avec Manu, on regarde. Un point est un point. Pas bon. Exactement. Un point, c'est un point. Allez, citation suivante. Aussi formidable que soit le retour sur ces moments et aussi formidable que cette dernière année et demie a été, je dois mettre cela derrière moi afin de pouvoir me concentrer sur le prochain acte de ma vie. Aujourd'hui, je cherche à être une nouvelle personne. Dipo. Je veux que tout le monde le comprenne. Siakam? C'est par rapport à un événement qu'il y a eu cette dernière année et demie. Comment? Non. Son dernière année et demie. Ouais. Ça s'est passé ce week-end. De quoi il parle? Messieurs. De quoi il parle? Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Quelle conférence? Est. Un événement particulier quand même. Embiid? Non. Ça a l'air C'est sur la côte. Don Wade. Ah putain, je l'avais. Let's go. Let's go. Sam. On peut toujours égaliser, mon gars, je t'ai dit. T'en as pas une petite dernière sous la si, bien sûr, j'en ai une dernière. Il en a 12 en fait. Let's go. Dwayne Wade qui faisait retirer son maillot ce week-end à Miami et qui a donc qui tourne désormais une page c'est sur pas sa carrière. Yonim, pourquoi t'es pas là? Yonim, il fait 0 genre d'habitude. Alors attention, pour la dernière, on va partir sur un peu de légèreté. On va probablement faire du covoiturage pour aller au match. Marcus et Markieff Morris. Exact. Et Léo Buzzer qui remporte qui a dit. Antoine et Manu. C'est trop bien à regarder en fait. Je joue pas assez bien à regarder. Je suis trop dégoûté. On dirait le PSG contre Amiens. Tu reviens de 3-0 à 4-3 et tu fais 4-4. Ou le PSG contre Dortmund aussi. Et c'est Marcus Morris. C'est toujours pas drôle. Qui a déclaré ça après que son frère ait signé au Markieff et signé aux Lakers en buyout. C'est quand même assez stylé, je trouve. T'as ton jumeau et tu joues dans l'équipe rivale dans la même ville. Enfin, c'est marrant comme situation. Bon, merci beaucoup, Lilian. Bravo à toi encore une fois, Léo, pour avoir gagné. C'est vraiment c'est pénible. C'est pénible. C'est les Warriors de Time Out, l'hégémonie des Warriors. Merci beaucoup, Léo. Merci beaucoup, Lilian, surtout pour avoir préparé ça. Léo, je te remercie pas. Merci à tous les auditeurs d'avoir été là. On a fait le tour de cette émission. C'était Time Out saison 2, épisode 17. Merci Manu, Lilian, Léo, Antoine. Merci à Flav avec ses super jingles qui a géré toute la technique et voilà, on se retrouve je vous rappelle, il y a le concours, on en parle, le concours pour le t-shirt, tirage au sort demain, voilà, allez retweeter, il vous reste quelques minutes pour aller retweeter pour gagner ou un t-shirt des Hornets ou un t-shirt des Bucks, et sur nos réseaux sociaux que je vous conseille d'aller follow du coup, le Twitter Timeout on Air, le Facebook Timeout-NBA et le Instagram Timeout NBA Podcast, et évidemment ce podcast est à retrouver sur toutes les plateformes de l'équipe de Timeout. Je vous dis merci messieurs une nouvelle fois pour la 100e fois et on se dit à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, Timeout on Air et Timeout-NBA.
open up.